Bonjour et bienvenue à ce webinaire dédié aux trackers, aux ETF. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Bertrand Alfandari de BNPP AM. Bonjour Bertrand. Bonjour Jean-Baptiste. C'est un plaisir de t'avoir avec moi. Alors, le sujet aujourd'hui, c'est les trackers. Notamment, on va voir dans quelle mesure ce sont des outils adaptés ou intéressants pour que vous puissiez diversifier votre portefeuille, votre PEA ou votre compte titre. Tout à fait. Alors Bertrand, je vais te laisser te présenter. Tu vas me dire un peu ce que tu fais chez BNPP AM. D'ailleurs, qui est BNPP AM et comment tu peux aussi intervenir au service des clients e-bourse sur des aspects complémentaires à ce qu'on peut leur proposer. Alors, BNP Paribas AM, ça veut dire BNP Paribas Asset Management. C'est la filiale de gestion d'actifs du groupe BNP Paribas. C'est-à-dire qu'on crée des fonds, donc soit sous forme de SICAV ou de fonds communs de placement. Et moi, je m'occupe particulièrement au sein de cette activité de gestion d'actifs de la gestion indicielle. On va y revenir évidemment, Jean-Baptiste, mais c'est tout ce qui réplique des indices. Donc, on met les fonds indiciels et les ETF ou trackers dans cette activité-là et je m'occupe du développement de cette activité. Et voilà, l'objectif, c'est d'avoir la gamme la plus riche possible, la plus qui colle le plus aux aspirations des investisseurs en Europe, parce qu'on est sur l'Europe, on n'est pas uniquement sur le marché français. Très bien. Alors, sans plus attendre, on va aller au sommaire. J'en profite pour vous dire que ce webinaire est enregistré, donc donnera lieu à une vidéo qui sera ensuite mise sur YouTube et sur notre site. Également, c'est un webinaire interactif, donc vous pouvez poser vos questions par écrit et nous y répondrons à l'oral. Donc profitez de l'expertise de Bertrand pour justement poser toutes les questions sur tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les trackers ou ETF. Alors, au sommaire, premièrement, on verra d'abord qu'est-ce que c'est qu'un tracker ou un ETF, est-ce que c'est la même chose? Et puis, on prendra quelques exemples très pratiques pour voir comment ça marche. Puis la gamme BNPP-AM, est-ce que BNPP-AM a une gamme large et comment se démarque-t-il du marché? Puis concrètement, comment vous pouvez choisir un ETF à la fois avec les outils de BNPP, mais aussi sur le site EasyBourse. Comment ça se négocie? Est-ce que ça se négocie comme une action? Quels sont les frais de courtage? Comment on peut passer un ordre? Est-ce que c'est les mêmes types de passage d'ordre que sur les actions? On verra tout ça. Et puis également aussi les ressources complémentaires de BNPP. Il y a plein de choses que vous pouvez apporter en complément de tout ce qu'il y a déjà sur EasyBourse. Et puis la surprise, c'est l'opération ordre remboursé sur EasyBourse, effectivement dans le partenariat qui nous lie, eh bien, nous avons décidé qu'entre le mois de mars, avril, mai, juin, eh bien, vous puissiez tester les trackers de BNPP AM, eh bien, en pouvant bénéficier de remboursement sur vos frais d'achat, pour peu que vous passiez un ordre de plus de 2 000 €. Donc, on verra toutes les modalités de cette offre en fin de webinaire. Alors, les trackers, Bertrand, qu'est-ce que c'est? Alors, le tracker, donc c'est un nom anglais, qui veut traquer, ça veut dire suivre à la trace la performance d'un indice que le fonds va répliquer. Un ETF, c'est exactement la même chose, c'est un acronyme, ETF, c'est un acronyme anglais aussi qui veut dire Exchange Traded Fund, ça veut dire quoi? Exchange, le E d'ETF, c'est une bourse, Exchange, c'est bourse en anglais, Traded, c'est qui se traite, le fait qu'il puisse être négocié en continu, et fund, ça veut dire fonds. Donc ETF, c'est un fonds qui est coté en continu sur une bourse, en l'occurrence sur Euronext Paris pour les investisseurs français. Et c'est exactement la même chose qu'un tracker. Il se trouve que les investisseurs français connaissent surtout le mot tracker, mais après, dans d'autres pays, enfin les investisseurs institutionnels connaissent plus ETF, les investisseurs particuliers allemands ou italiens connaissent plus ETF. Donc voilà, donc on parle de tracker ou d'ETF, c'est exactement la même chose. Donc pour dire les choses simplement, un ETF ou un tracker est un fonds qui va répliquer la performance d'un indice, un indice généraliste comme le CAC 40, l'Eurostoxx 50 ou le S&P 500 selon la zone géographique sur laquelle on veut se positionner, ou un indice thématique sur l'investissement responsable ou sur l'immobilier coté. Donc, on va répliquer cet indice aux frais de gestion prêts et on y reviendra évidemment sur les frais de gestion. Donc, la cotation en temps continu, en temps réel, ça veut dire que par rapport à un OPC, par exemple, un OPC, quand vous achetez un OPCVM, vous achetez à cours inconnu et la transaction effective aura lieu dans les 48 heures qui suivent. Là, c'est tout de suite. C'est à cours connu.
Et puis, effectivement, il y a un prix, il y a des animateurs de marché qui vont proposer un prix en permanence sur chacun des ETF et on va avoir un prix d'achat et un prix de vente. On verra tout à l'heure sur les modalités de passage d'ordre comment ça se passe. Mais quelqu'un qui souhaite intervenir maintenant sur le marché en cours de journée et qui souhaite ou qui souhaite vendre sa position parce qu'il se passe quelque chose de particulier dans le contexte économique, politique ou financier, on peut tout à fait intervenir sur un tracker exactement comme on le ferait sur une action en continu. Donc, je peux l'acheter à 9 h, le vendre à 10 h, etc. Alors, on peut l'acheter à partir de 9h05, en tout cas la cotation commence à 9h05 et jusqu'à 17h30. Très bien. Alors, les ETF, plusieurs types de risques. Comment appréhender les différents risques d'un ETF? Oui, alors on a d'abord le premier risque, c'est le risque de perte en capital. On est sur des fonds qui ne sont pas garantis ni protégés contre une baisse des marchés. Donc on a le mouvement du marché que le fonds réplique. Si on est sur le marché des actions américaines et que, par exemple, le S&P 500 perd 2% aujourd'hui, le tracker qui réplique le S&P 500 va perdre lui aussi 2% aux frais de gestion prêt. Donc, on n'est pas d'abord sur des produits garantis en capital. Donc, premier risque, risque de perte en capital. On est corrélé au marché des actions. Donc, tout le monde le sait, il n'y a pas de garantie en capital sur le marché des actions. On peut aussi avoir des ETF sur le marché obligataire. Mais là aussi, la garantie en capital ne s'applique pas. Il n'y a pas de structuration du fonds qui propose une garantie en capital. Le deuxième risque essentiel, qu'on a souvent tendance à oublier, c'est le risque de change. Parce qu'à partir du moment où vous décidez d'investir sur un indice basé sur les actions de la zone euro, évidemment, là, vous investissez avec votre épargne, votre PEA, votre compte titre, avec des sommes en euros. Et donc là, vous ne vous exposez pas à un quelconque risque de change. Mais dès lors que vous allez au-delà de la zone euro, c'est-à-dire l'Europe, par exemple, l'Europe, c'est l'euro plus la Grande-Bretagne, plus les pays nordiques, plus la Suisse. Et bien, à partir de ce moment-là, vous avez un risque de change entre l'euro et la livre sterling pour la Grande-Bretagne, entre l'euro et la couronne suédoise, ou entre l'euro et le franc suisse. Donc, il faut bien avoir cette notion du risque de change qu'on peut prendre. Et pareil, évidemment, si je vais sur la zone Asie, Pacifique, les pays émergents, les États-Unis, où là, pareil, j'investis sur un fonds en euros qui va répliquer la performance d'un indice en yens pour le Japon, par exemple, ou en dollars pour le marché américain. Et donc, il y a cette parité euro-dollar qui s'applique si l'ETF ou le tracker n'est pas couvert contre le risque de change. Donc après, regardez si il est possible de trouver un ETF qui est couvert contre le risque de change. Ça existe évidemment dans notre gamme. Vous pouvez investir sur le marché américain tout en étant couvert contre le risque de baisse du dollar face à l'euro. Ensuite, le risque dont on parle souvent, c'est le risque de liquidité. Alors là, le risque de liquidité, c'est quoi sur un ETF? C'est le risque que l'indice sur lequel l'ETF investit ne soit pas très liquide. Dès lors qu'on va sur les actions, les marchés actions, les indices connus comme le CAC, l'Eurostock que je citais tout à l'heure, ou les indices américains, on est sur des indices qui sont très liquides et donc l'ETF va avoir le même niveau de liquidité que l'indice qu'il réplique. Après, si on a un ETF sur une thématique très pointue, sur, je ne sais pas, par exemple, le secteur des infrastructures en Pologne, je dis n'importe quoi parce qu'on n'a pas d'ETF là-dessus, mais en imaginant que ce soit le cas, et bien là, on aurait très peu d'entreprises qui représenteraient ce secteur et donc le niveau de liquidité de l'indice serait moins bon et donc la liquidité de l'ETF serait moins bonne par ricochet. Et ensuite, le dernier risque, c'est le risque de contrepartie. Ça, c'est le risque qu'on a sur n'importe quel placement financier. C'est le risque de voir l'établissement bancaire qui propose ce placement faire défaut, faire défaillance. Et donc, voilà, c'est un risque qu'on retrouve aussi sur n'importe quel type de fonds. Ce n'est pas un risque spécifique aux trackers ou aux ETF. Donc, comment, avec BNPPRM, je peux réduire ces différents risques? J'imagine que le risque de perte en capital, c'est inhérent à mon produit, donc je ne vais pas tellement le réduire, mais le risque de change, risque de liquidité, risque de contrepartie, est-ce que les trackers ou les ETF de BNPPRM ont quelque chose de particulier à proposer ou c'est
tout le monde est traité à peu près pareil sur le marché? Alors, non, je dirais que tout le monde est traité à peu près pareil. Alors après, on a évidemment la signature de l'établissement bancaire qu'on va décider de sélectionner. Quand on va sélectionner un ETF, on va sélectionner l'ETF d'un établissement bancaire. Donc évidemment, quand on choisit un ETF de BNP Paribas, on sait qu'il y a la solidité de BNP Paribas derrière. Ça, c'est pour le risque de contrepartie. Pour le risque de liquidité, autant aller sur des grands indices connus sur lesquels il n'y a pas de souci de liquidité. Du coup, l'ETF ne subira pas de risque de liquidité particulier. Sur le risque de change, comme je le disais tout à l'heure, regardez bien à partir du moment où vous êtes sur des indices en dehors de la zone euro, à quel type de risque vous exposez en matière de change et regardez si l'ETF que l'on propose est couvert contre le risque de change. Et puis enfin, moi je dirais le conseil surtout de base lorsqu'on investit sur les marchés, c'est de diversifier ses actifs. Donc c'est la diversification dont on entend partout parler en gestion de patrimoine ou en gestion de portefeuille, mais c'est aussi le cas lorsqu'on veut construire un portefeuille d'ETF où on va répliquer la performance de plusieurs indices. C'est mieux que de ne répliquer la performance que d'un seul indice. Il vaut mieux investir sur les actions européennes et les actions américaines qu'uniquement sur les actions françaises, par exemple. Beaucoup d'investisseurs français privilégient le CAC 40 ou la zone euro, mais vont moins souvent aller diversifier leurs risques sur l'Asie, le Pacifique ou les États-Unis, alors que c'est une règle aussi pour faire diminuer le risque global d'un portefeuille. D'accord. Alors, on va prendre quelques questions. Hein. Il y a quelqu'un qui nous parle des ETF leverage. Quel est le levier maximal sur les trackers qu'on peut avoir, notamment sur les trackers de BNP PAM? Est-ce que l'effet de x2 Alors, il y a je vais répondre en deux fois, en deux temps. Premier élément, nous n'avons pas chez BNP Paribas d'ETF qui propose un effet de levier, que ce soit à la hausse comme à la baisse. Donc déjà, premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse pour répondre à la question de monsieur, c'est que oui, pour ceux qui peuvent proposer des ETF avec effet de levier, l'effet de levier maximal dont vous pouvez disposer avec un ETF, il est bien de 2. On ne peut pas avoir de levier supérieur à 2 avec un ETF. Mais nous n'en avons pas dans la gamme. On estime que c'est un peu compliqué à assimiler, à utiliser. Sauf si, évidemment, on connaît bien ce type de placement, si vous avez l'habitude de les utiliser. Après, pour quelqu'un qui n'a pas du tout l'habitude de les utiliser, il ne faut pas rester trop longtemps sur ce type d'ETF à effet de levier. Et pour nous, la vocation d'un ETF et d'un fonds investi notamment sur le marché des actions, c'est d'être conservé sur le moyen long terme, c'est-à-dire au moins sur 5 ans. D'accord. Et des fois -1 ou des fonds, des réplications inverses? Oui, il peut y avoir des. Alors, pareil, nous n'en avons pas, mais effectivement, il peut y avoir aussi ce qu'on appelle des ETF BER, B-E-A-R, ce qui veut dire baissier, où on a une corrélation négative au marché. C'est-à-dire que si jamais le marché fait moins 1%, le ETF, lui, fera plus 1%. Donc, on a une sorte d'effet miroir entre la performance négative qui se transforme en performance positive. Mais à l'inverse, si le marché aujourd'hui prend 1%, ce type d'ETF perdra 1%. Et je le rappelle, nous n'en avons pas non plus dans notre gamme BNP Paribas Easy. Voilà, effectivement, il y avait une question sur quelle est la différence avec un turbo ou un varant. Effectivement, les turbos, les varants ont un effet levier, souvent de 5, de x10, de x15, de x20, de x30. Voilà, donc là, on reste. Parfois 80, 90. Après, ça monte beaucoup. On peut aller sur des effets de levier très importants avec un turbo, un peu moins sur un varant. Ce n'est pas le même mécanisme. On est sur des fonds qui réplique la performance d'un indice. Donc, on suit à la trace la performance de cet indice. Effectivement, il n'y a pas d'effet de levier et le fonds, il est réglementé par des normes qu'on appelle UCITS en Europe. Donc, il est régulé par l'autorité des marchés financiers comme n'importe quel autre type de fonds commun de placement. Donc voilà, on est sur un fonds qui applique la performance, ce qui n'est pas le cas d'un varant ou d'un turbo, dont le but n'est pas de répliquer, mais d'amplifier la performance. Donc le niveau de risque que l'on prend à aller sur un fonds ou un ETF n'est pas le même que celui qu'on prendrait sur un varant et un turbo. Il y a une question aussi sur les dates de maturité. Combien de temps puis-je garder ma position avec un ETF? Alors, on est sur ce que l'on appelle des fonds ouverts, c'est-à-dire que ce sont des fonds qui n'ont pas de date de maturité. Donc, en théorie, vous pourriez conserver ces fonds
pendant des dizaines d'années, tant que le fonds existe, parce qu'après, vous pouvez avoir des fusions de fonds, mais tant que le fonds existe, vous pouvez le garder des dizaines d'années. Après, la maturité conseillée, la durée d'investissement minimum recommandée par le régulateur et par les promoteurs de fonds, elle est de 5 ans dès lors que j'investis sur le marché des actions. Donc, on a certains investisseurs qui sont un peu plus sportifs que d'autres et qui vont investir sur les ETF sur quelques semaines ou quelques mois. Donc, c'est plutôt de l'ordre de la tactique. Ils mettent en place une tactique d'investissement parce qu'ils croient que le marché va corriger ou va progresser sur quelques semaines ou quelques mois. Mais la vocation première d'un fonds, c'est plutôt d'être investi à minima sur 5 ans. Très bien. Alors, on va avancer. Hop, alors, juste une question en passant. Est-ce que tous les fonds, tous les ETF de BNP Paribas sont éligibles au PEA? Alors, question très intéressante. Merci, monsieur. Non. Tous les ETF de la gamme BNP Paribas Easy ne sont pas éligibles au PEA. Donc, ça dépend du type d'indice qu'on va répliquer. On va dire que 2/3 de la gamme est éligible au PEA. Après, tous les ETF qui répliquent des indices euro ou Europe, actions, sont éligibles au PEA. Tous les ETF obligataires ne sont pas éligibles au PEA. Ça, c'est exactement comme pour n'importe quelle action ou comme n'importe quelle obligation. L'action est éligible au PEA, l'action de l'Union européenne, et l'obligation ne l'est pas. Donc, un ETF exactement suit les mêmes règles. En revanche, on a la possibilité de rendre éligible au PEA des ETF qui vont répliquer des marchés au-delà de la zone euro ou de l'Europe. Donc, vous pouvez retrouver dans notre gamme des ETF sur le Japon ou sur les États-Unis qui vont être éligibles au PEA, alors même qu'on n'est pas uniquement sur la zone euro. D'accord. Dans tous les cas, sur le site Easy Bourse, quand vous allez vous chercher un tracker ou un ETF, vous avez dans le moteur de recherche, on le verra dans quelques minutes, la possibilité de cocher dans la recherche que les trackers éligibles au PEA. Et après, quand vous trouvez un PEA, un tracker quelque part, dans tous les cas, sur la fiche de présentation du tracker, c'est bien sûr marqué s'il est éligible au PEA. Quelques mots sur le succès des ETF en Europe? Oui, bon, alors là, on se regarde un petit peu le nombril en disant qu'on est content parce que ça progresse vite, mais c'est l'idée que vous voyez avec ce graphe. Désolé, parce qu'il y a quelques termes en anglais, mais l'idée, c'est de voir la courbe. Ce que vous voyez en rouge en haut à gauche, 19,3%, c'est la progression moyenne des encours sur les ETF en Europe depuis 10 ans. La progression moyenne annuelle. Donc, on est à peu près à 20% de hausse des encours en moyenne par an depuis 10 ans en Europe sur les ETF. Et ce que vous voyez encadré, entouré en rouge en bas à droite, le chiffre 789, c'est le nombre de milliards d'encours sur les ETF en Europe. Bon, alors, ce n'est pas forcément très parlant. La progression est plus parlante que le montant même, mais c'est surtout pour dire qu'on est parti de bas il y a encore une dizaine d'années et que maintenant, les ETF progressent énormément vite, que ce soit aux États-Unis comme en Europe. En France, on est un peu en retard. Ils sont moins utilisés par les investisseurs particuliers qu'en Grande-Bretagne, qu'en Allemagne ou même en Italie, où ils sont de plus en plus utilisés. Mais en France, on arrive toujours un petit peu avec du retard. Mais les investisseurs particuliers commencent à s'emparer de ce type de solution d'investissement. Alors, s'il faut aller prendre maintenant aller dans le vif du sujet, de manière très pratique, quelques exemples d'ETF que vous proposez. Voilà, alors c'est juste pour vraiment donner des exemples. Il n'y a évidemment pas de conseils en la matière. La location, c'est vous qui vous la faites en fonction de vos convictions sur les marchés, en fonction de votre profil d'investissement, du niveau de risque que vous souhaitez prendre, de votre degré de connaissance des marchés et des différentes zones géographiques. Mais on a mis ici, en termes de différentes catégories, ce que vous pouvez trouver au sein de la gamme BNP Paribas Easy. Si vous allez sur les actions internationales, vous pouvez investir sur le S&P 500. S&P 500, ça veut dire quoi? Ça veut dire Standard & Poor's. C'est le nom de la compagnie qui a créé cet indice avec 500
grosses valeurs américaines représentatives de l'économie américaine. Donc, c'est un des indices les plus connus. C'est vrai qu'avoir du S&P 500 aujourd'hui dans un portefeuille, ça a vraiment du sens. Donc, si je crois au marché américain, je peux investir sur un ETF qui réplique le S&P 500. Attention, c'est un indice qui est libellé en dollars. Donc après, à vous de voir si vous avez une conviction sur le dollar face à l'euro. Si vous n'en avez pas, couvrez-vous contre le risque de change. Et cet ETF existe aussi avec une part qui est couverte contre le risque de change. Alors, juste pour dire que quand effectivement on achète un tracker qui est fait comme sous-jacent de Standard & Poor's, les frais de courtage restent ceux d'Euronext. D'accord? Donc si vous achetiez des actions du Standard & Poor's, eh bien, vous auriez la tarification marché US qui est plus élevée que celle d'Euronext. Là, le tracker, c'est la tarification Euronext. Donc, vous restez dans un cadre réglementé français et avec une tarification donc attractive. En tout cas, avec EasyBourse, vous êtes un des courtiers en ligne les moins chers du marché. Et ensuite, si vous voulez aller sur les actions européennes, alors là, on a une gamme qui est encore plus diversifiée que sur les actions internationales. Vous pouvez aller sur l'Eurostock 50, donc ça, c'est les 50 grandes capitalisations boursières de la zone euro. Si vous voulez aller sur l'Europe, donc c'est-à-dire sur la Grande-Bretagne, en plus de la zone euro et les pays nordiques et la Suisse, vous pouvez aller sur le Stoxx Europe 600. Alors là, ça a la particularité d'être un peu plus diversifié en termes de zone géographique, mais aussi d'être plus diversifié en termes d'actions qui composent l'indice. Sur l'Eurostock 50, on est uniquement sur 50 actions, donc on est sur une diversification qui est assez limitée, comme celle du CAC 40. Sur le Stoxx Europe 600, on est sur 600 valeurs au sein d'un indice. Ça veut dire qu'avec un ETF, vous investissez en une seule transaction sur 600 valeurs de l'Europe ou sur 500 valeurs américaines avec le S&P 500. Bon, je ne vais pas tout développer, mais vous pouvez aller… alors, quand vous voyez XCW, je précise juste, c'est un terme encore anglais qui veut dire qui exclut les armes controversées. Donc là, on a aussi pas mal d'indices qui sont des grands indices de marché sur des zones géographiques très connues, mais qui excluent les armes controversées, c'est-à-dire les armes, les mines antipersonnelles, les armes bactériologiques, les armes chimiques. Donc l'indice n'investira jamais dans des sociétés impliquées dans ces armes controversées. On peut aussi aller sur des thématiques comme celle de l'immobilier, comme celle des infrastructures. On peut investir sur les matières premières. Et c'est vrai que la thématique de l'immobilier coté au sein de nos thématiques a beaucoup de succès, puisque ça rend le placement très liquide par rapport à de l'immobilier en pierre classique. Et puis après, on a toute une gamme sur la thématique de l'investissement responsable. Donc là, on va retrouver l'ETF, c'est ce que vous retrouvez dans la case en bas à droite. Vous allez retrouver l'ETF low carbone. Donc, c'est quoi le low carbone? C'est un ETF qui va investir sur un indice d'actions européennes sélectionné sur la base de leur faible niveau d'émissions de CO2. Donc là, c'est pour ça qu'on appelle ça le bas carbone, où on a d'autres indices ISR, c'est-à-dire investissement socialement responsable, qui sont soit sur les États-Unis, soit sur les pays émergents, l'Europe ou le Japon. Donc, vous pouvez aussi décider avec les ETF d'investir sur la thématique de l'investissement responsable. Et sur la France, donc le CAC 40 ou les… Oui, alors on l'a pas mis, mais c'est vrai que c'est un extrait de la gamme, parce qu'on a plus d'une soixantaine ou 70 ETF. Là, on n'a pas tout mis, mais c'est vrai qu'on a évidemment un ETF sur le CAC 40. Et je rejoins une autre question qui demandait si les ETF étaient éligibles au PEA-PME ou s'il existait des ETF éligibles au PEA-PME. Il en existe. Est-ce que vous en avez? Non, nous n'avons pas d'ETF éligible au PEA-PME. Très bien. Alors, effectivement, donc un large choix éligible au PEA. Donc, c'est un peu ce que tu viens de dire. Oui, c'est ce que je viens de dire, mais juste pour illustrer ce schéma, juste pour dire qu'il y a la construction cœur de portefeuille qui se fait plutôt avec les actions européennes et les actions internationales, ou les obligations, et évidemment aussi les ETF obligataires. Donc, on est sur des grands indices, mais après, à côté de ça, on a ce qu'on appelle
le satellite ou les thématiques. Et là, on peut avoir donc le cœur de portefeuille qui représente à peu près 80% d'un portefeuille ou d'un PEA. Et puis pour 20% du portefeuille, on peut aller investir sur des thématiques spécifiques comme l'immobilier, comme les infrastructures ou comme les secteurs d'activité particuliers comme la pharmacie, l'automobile ou le secteur bancaire. Alors, une question qui a posé le débat. En termes de performance sur une même thématique, est-il plus judicieux d'avoir un OPCVM ou un ETF? Donc, ça va résumer un peu tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Ça va faire un petit point d'étape. Alors, je vais essayer de reformuler la question, monsieur, si vous me permettez, puisqu'un ETF est un OPCVM. Donc, en fait, il n'est pas plus judicieux d'avoir un OPCVM ou un ETF. Enfin, il y a la gestion active voilà, avec un gérant et la gestion passive avec un ETF. Exactement. Voilà. Donc, j'allais reformuler dans ce sens-là. Un OPCVM, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un organisme de placement collectif en valeur mobilière qui regroupe des SICAV, Sociétés d'investissement à capital variable, et des FCP, des fonds communs de placement. Nous, nos ETF peuvent être des SICAV ou des fonds communs de placement, donc faire partie de la catégorie des OPCVM. Après, entre gestion active, vous avez un gérant de conviction qui prend des paris, qui peut prendre un risque supérieur à celui du marché pour battre le marché. C'est son but. Et de la gestion qu'on appelle passive avec les ETF, où là, nous avons aussi un gérant à la tête de chaque fonds. Là, le but du gérant, c'est de ne prendre absolument aucun risque par rapport au marché. Il doit coller au plus près au marché. C'est la mission d'un gérant indiciel. Donc, pour répondre à votre question, monsieur, je dirais qu'en termes de performance, si un gérant actif est très bon et arrive à générer de la surperformance régulièrement par rapport à un indice de référence, on peut tout à fait privilégier des fonds de gestion active sur certaines thématiques, certaines zones géographiques, parce que le gérant est bon. Et il y en a de nombreux. Si on ne veut pas prendre plus de risques que celui du marché et qu'on veut juste avoir la performance d'un indice, d'un marché, à ce moment-là, on peut aller sur un fonds indiciel du type ETF tracker. Et de toute façon, on peut tout à fait faire combiner les deux dans un portefeuille. C'est ce que font d'ailleurs la plupart des investisseurs. Je dirais que pour choisir un OPCVM, donc gestion active, il faut même que le gérant soit bien meilleur ou assez significativement meilleur que le marché parce que les frais sont un peu plus élevés en général dans un OPCVM que dans un tracker. Effectivement, le tracker, vous fonctionnez avec des frais très réduits. C'est vrai, on est en moyenne à 0,30% de frais de gestion annuels sur un tracker. En moyenne, sur des fonds de gestion active, c'est plus élevé. Donc, effectivement, l'alpha, ce qu'on appelle la capacité à générer de la performance en plus de celle de l'indice, donc cette capacité à générer de la surperformance doit au moins couvrir les frais de gestion d'un fonds de gestion active. Après, certains gérants y arrivent de façon régulière ou pas, d'autres y arrivent moins bien. Ça dépend des indices qu'on veut répliquer, des indices qui sont plus facilement battables, entre guillemets, que d'autres. Et puis, ça dépend aussi des mouvements de marché. C'est plus difficile à battre un marché haussier, fortement haussier, qu'un marché fortement baissier. Alors, encore toujours plus dans le concret, je veux choisir un ETF, je suis convaincu que c'est un bon moyen de diversifier mon portefeuille. Donc, on a vu qu'il y a beaucoup de choix, l'éligibilité au PEA. À la limite, on va les voir directement sur le site. Comment on peut les retrouver sur le site EasyBourse. Donc, je vais me connecter à un compte. Voilà. Alors, c'est connecté. Je vais me connecter à un vrai compte de membre EasyBourse. Voilà, donc je suis connecté ici à un PEA, mais je pourrais me connecter aussi non, j'étais un compte titre, je me connecte à un PEA. Et puis, donc après, je peux retrouver la rubrique Tracker, donc dans Menu Investir Tracker. Là, vous avez donc cette rubrique qui vous permet de retrouver des ressources sur les trackers et une façon simple de pouvoir faire des recherches. Il y a
un moteur de recherche simple, un moteur de recherche avancé, ou également aussi vous pouvez facilement retrouver tous les trackers proposés par BNPPM juste en cliquant sur ce lien. Voilà. Et là, ce que vous pourrez voir, c'est qu'il y a un vaste choix il y a tous les trackers de BNPPM sont d'ailleurs tous les fonds qui sont listés sur Euronext Paris se retrouvent effectivement sur ce moteur de recherche. Et on retrouve aussi, là, Jean-Baptiste, le fameux PEA, éligibilité au PEA qu'on peut cocher facilement. Je vais avancer un peu dans la liste, par exemple, pour voir. Et par exemple, là, je vais m'intéresser par exemple à celui-là. Donc, on va voir un peu comment il se présente et puis on ira passer un ordre. Alors là, on est sur. Alors, c'est pas évident hein, de retrouver l'indice sur lequel on investit quand on regarde le nom, mais on est sur un ETF qui va répliquer l'indice S&P 500. C'est ce qu'on retrouve ici dans les caractéristiques dans sous-jacent. Sous-jacent, c'est l'indice qui est répliqué par le fonds. Et là, on est sur le S&P 500, donc marché américain, en euros, hedgé, ça veut dire couvert. Donc là, on est sur un ETF qui est couvert contre le risque de change. C'est un fonds dont on a parlé il y a quelques minutes. Et oui, il est éligible au PEA. Donc, vous pouvez tout à fait investir là-dessus. Donc, je peux investir sur des actions américaines dans mon PEA. Voilà, exactement. Vous pouvez investir sur l'indice phare américain dans le cadre de Alors, vous savez, dans un PEA, en général, on peut investir sur des actions européennes, mais en aucun cas, en général, sur des actions américaines. Et sans subir le risque de change euro-dollar, c'est encore plus important. Et autre élément aussi qui, en passant, intéressant à noter, hein, est-ce que les trackers sont éligibles à TTF? Non. Donc, il n'y a pas de TTF. Vous savez, quand vous achetez une action donc, dont le siège est en France et dont la capitalisation est supérieure à 1 milliard d'euros, eh bien, quand vous, à l'achat et que vous gardez votre position plusieurs jours, eh bien, vous avez 0,3%. Hein, ce n'est pas négligeable. Hein, vous achetez pour 10 000 euros d'actions Total, Peugeot, Michelin, eh bien, vous avez déjà 30 euros de TTF. Eh bien, si vous achetez pour 10 000 euros d'un tracker qui porte sur le CAC 40, sur le Standard & Poor's ou autre, pas de TTF. Et Jean-Baptiste, si je peux me permettre aussi une remarque dans le carnet d'ordre. Oui. Là, on voit aussi, donc vous avez exactement le même type de carnet d'ordre qu'une action. Et là, on va retrouver le prix auquel vous allez acheter ou le prix auquel nous, on va racheter. Donc, on va racheter à 130,26 €. Donc, c'est le prix auquel vous allez le vendre. Et si vous voulez l'acheter, vous allez l'acheter à 130,29 €. Donc, vous voyez que l'écart de prix, ce qu'on appelle le spread de cotation, la fourchette de cotation est très limitée. On a quelques centimes de fourchette de cotation sur les ETF. Alors, ce n'est pas toujours le cas. On n'est pas toujours aussi limité que sur cet exemple-là. Ça dépend, ce qu'on appelait tout à l'heure, la liquidité aussi. Le risque de liquidité, c'est aussi d'être sur un marché qui est lui-même pas très liquide. Et donc, ça va se répercuter sur cette fourchette achat-vente qui peut être plus importante que celle de cet exemple-là sur le S&P. Sur le S&P, c'est très liquide, donc forcément, on arrive à proposer des fourchettes de cotation très serrées. Et ça fait partie du coût d'acquisition d'un ETF. Il y a les frais de gestion, mais il y a aussi cette fourchette achat-vente. Donc voilà, donc là, je suis sur une fiche de passage d'ordre. Donc, on retrouve effectivement le carnet d'ordre, la fourchette réduite. L'animation de marché, il y a une animation de marché qui est garantie. Hein, c'est en continu. Toujours assuré de toujours pouvoir acheter et de toujours pouvoir vendre des quantités importantes. Alors, sauf conditions exceptionnelles de marché, si jamais on a un indice qui ne cote plus, l'ETF ne pourra plus coter. Si on a un gros bug informatique, on n'en a pas connu dernièrement, mais bon, là, forcément, il peut y avoir des événements exceptionnels, mais sinon, sur la durée de cotation, sur la journée de cotation, effectivement, vous avez toujours quelqu'un en face de vous qu'on appelle un animateur de marché, qui est un professionnel des marchés, qui va vous proposer un prix achat et un prix vente. Et nous avons même, et c'est la particularité d'un ETF par rapport à un turbo ou un varan, c'est le fait d'avoir plusieurs animateurs de marché sur un seul ETF, ce qui permet de réduire encore plus la fourchette de cotation. Donc, nous allons passer notre ordre sur ce tracker. Donc, déjà, ce qu'on peut voir, c'est que
il y a exactement le même type de passage d'ordre. Alors, on ne voit pas très bien, mais j'ai accro limité au marché, à ce déclenchement, etc. Donc, c'est exactement pareil que sur une action. Je vais aller sur un accro limité. Je veux dire que je vais, par exemple, en acheter, combien j'ai de possibilités? Je vais en acheter 2. Effectivement, ça coûte 130 euros. Et je veux dire, par exemple, là, je suis prêt à les acheter, par exemple, si ils baissent à 120 euros. Voilà. Donc, je fais valider. Effectivement, j'ai grossi mon écran, donc c'est pour ça que la navigation n'est pas toujours très simple. Voilà, donc ça y est, donc mon ordre a été transmis et je peux après, effectivement, aller retrouver dans mon carnet d'ordre. Voilà, donc on voit que mon ordre, ça y est, il a été transmis tout de suite au marché. Donc là, effectivement, comme c'est un achat accro limité et que la condition n'est pas encore acquise, donc l'ordre n'est pas passé, mais si les conditions de marché avaient été réunies, c'est-à-dire que le seuil aurait été dans la bonne fourchette, et ben l'ordre aurait été exécuté dans la seconde, même dans le quart de seconde près. En imaginant que le marché américain ouvre en forte baisse et que le S&P 500 perde 10%, effectivement, la limite pourrait être atteinte et l'ordre serait exécuté de façon instantanée. Voilà, et une fois que j'ai passé mon ordre, je peux très bien aussi paramétrer un ordre de vente après à ce déclenchement ou un ordre de vente à court limité pour après faire une vente automatique dès lors que mon objectif sera atteint. Exactement les mêmes réflexes que sur un investissement action. On va revenir à la présentation pour voir quelques éléments. Je voulais juste, il y avait juste une idée là dans cette slide, la question à se poser avant de choisir un ETF. C'est vrai qu'on a quasiment tout vu. Et il y a un point qu'on n'a pas abordé qui est le dividende. C'est-à-dire savoir si l'ETF va capitaliser ou distribuer ses dividendes. Donc, c'est ce qu'on appelle les parts C pour capitalisation ou les parts D pour distribution. Une part C, je suis sur un ETF qui va capitaliser. Ça veut dire que les dividendes distribués par les actions au sein de l'indice vont être versés au sein même de l'indice et vont se capitaliser dans la valorisation de l'indice. À l'inverse, une part D sur un fonds qui distribue veut dire que les dividendes au sein de l'indice CAC 40, S&P 500, peu importe, vont être distribués aux porteurs du fonds. Et donc là, vous recevrez de façon trimestrielle ou annuelle les dividendes que les actions au sein de l'indice distribuent. Donc certains vont privilégier plutôt des parts C ou des parts D. Il est fréquent qu'on propose les deux sur un même indice, part C ou part D. Une question intéressante aussi. Tout à l'heure, on a vu que j'ai passé un ordre avec un tracker qui avait un cours à 130 euros, d'accord? À quoi correspond ce cours de 130 euros par rapport au Standard & Poor's 500 qui, lui, est à, je ne sais pas combien, mais qui n'est pas à 130 euros. Donc, quel est le lien entre ces 130 euros et la valeur effective du Standard & Poor's? Il n'y en a pas. Donc, en fait, lorsqu'on va créer un fonds, lui donner une valeur liquidative de démarrage. Donc, on peut très bien décider que sa valeur liquidative serait de 1000 euros, de 100 euros ou de 10 euros. Et ensuite, la valeur liquidative va évoluer, la cotation du produit va évoluer en continu en fonction de l'évolution des marchés et de l'indice répliqué. Mais il n'y a aucun lien entre les 130 euros de la valeur de l'ETF qu'on a vu tout à l'heure et la valorisation de l'indice répliqué. Le lien, c'est l'évolution. Le lien, c'est l'évolution. Ça évolue pareil. Si vous achetez aujourd'hui un ETF sur le S&P 500 et que dans un mois, la performance est de 5%, eh bien, l'ETF, si la performance de l'indice est de 5%, l'ETF que vous avez acheté au même moment et que vous revendrez dans un mois aura une performance de 5% moins un mois de 0,30% de frais de gestion annuels. Donc, vous pouvez retirer 0,03% de frais de gestion, donc qui fera 4,97%. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'on colle à la performance du marché. Mais la valorisation du fonds en tant que tel n'a rien à voir avec la valorisation. Donc, c'est 0,03 par mois, c'est ça? Là, dans un exemple… Supposons que je garde 2 ans. Supposons que je garde 2 ans. Est-ce que je m'attends à une différence assez importante? En moyenne, je vous ai dit qu'on était à 0,30% de frais de gestion par an
Alors, on peut être à 0,25, à 0,20, à 0,15, ça dépend des indices. Mais si en moyenne, on est à 0,3%, ça veut dire que si on garde un ETF 2 ans, on aura payé 0,6% de frais de gestion sur 2 ans. Donc, si la performance sur 2 ans est de 20%, on aura 20% moins les 0,6% de frais de gestion. C'est très simple à utiliser et c'est très simple à comprendre, très transparent comme mécanisme. Effectivement, il y a comparé donc effectivement aux frais à la fois des droits d'entrée qu'il y a souvent sur les EPCVM, également aussi souvent aussi aux frais de gestion annuels qui sont appliqués sur les EPCVM. La négociation, on l'a dit, hein, donc ça se passe sur Euronext, donc dans un cadre réglementé. Les horaires sont les horaires de bourse classique. 9h05 à 17h30, ça c'est la possibilité de transmettre des ordres et d'être exécuté en continu dans le marché. Après, la fixation du prix d'ouverture, c'est 9h05 et la fixation du cours de clôture, c'est 17h35. Ça veut dire que même si vous avez transmis un ordre entre 17h et 17h35, vous pouvez être exécuté, mais sur la base du cours de clôture de 17h35. L'exécution immédiate et la liquidité qui est garantie, quoi, du moins qui est assurée par plusieurs animateurs de marché sur chacun des ETF. Donc, c'est vrai que vous n'avez pas en face de vous forcément un investisseur particulier, même si l'investisseur particulier qui va placer son ordre, on va retrouver son ordre dans le carnet, mais sur les grosses tailles qui sont proposées dans un carnet d'ordre, quand vous voyez qu'il y a des grosses tailles proposées à l'achat ou à la vente, sur des centaines ou des milliers de fonds, vous savez que vous avez un investisseur professionnel en face de vous, dont le métier est d'assurer un prix et une fourchette de cotation la plus serrée possible. Nous avons des contrats de liquidité avec ces animateurs de marché. Très bien. La liquidité, ben, je pense qu'on l'a abordé. Oui, on l'a abordé parce qu'on a abordé tout à l'heure dans le carnet d'ordre qu'on voyait sur le site d'EasyBourse, la fourchette qui était très serrée. Là, c'est un autre exemple sur un ETF. Alors, c'est pareil, je crois que c'est sur le S&P 500, mais ce n'est pas celui qui est couvert. Et là, on voit aussi l'écart on voit la taille sur la flèche du bas, 317 proposés contre 2000 en face. Et puis, on voit le prix d'achat-vente. Donc, ça, ce n'est pas le carnet d'ordre tel que vous le voyez sur le site EasyBourse. Donc, il valait mieux. Ce qui est important, en tout cas, sur le site EasyBourse, c'est que de bien regarder le carnet d'ordre plus que la valeur du cours. Parce que le cours indiqué sur EasyBourse, c'est le cours de la dernière transaction connue. Effectivement, alors que le carnet d'ordre, lui, est actualisé en temps réel. Donc, en temps réel, sur le carnet d'ordre, vous voyez le cours du produit, alors que le cours indiqué en haut de la fiche valeur, c'est la dernière transaction connue. Donc, il peut y avoir des petites différences. Voilà. Et autre recommandation que je vous donnerai, c'est de ne pas regarder les volumes échangés. Ça, c'est une erreur que font pas mal d'investisseurs sur les produits qui sont cotés en continu. Peu importe qu'il y ait beaucoup de volume aujourd'hui ou pas du tout. Souvent, les investisseurs ont tendance à se positionner sur ce qui est le plus négocié. Il n'y a aucun lien entre la qualité d'un produit qui ne se traite pas du tout aujourd'hui et un autre qui se traiterait énormément aujourd'hui. Donc, ne vous fiez pas au volume échangé sur la journée pour aller négocier un ETF plutôt qu'un autre. C'est vrai que la première ligne achat et la première ligne vente du carnet d'ordre est celle qui découle directement d'une formule mathématique sur le sous-jacent. C'est pas effectivement la pression acheteuse ou la pression vendeuse. Non, c'est la formule mathématique qui suit le sous-jacent. Voilà. Donc, c'est mathématique. Il n'y a pas de… Peu importe qu'il y ait de l'intérêt, le prix n'est pas issu de la confrontation d'une offre et d'une demande. Le prix est issu de l'évolution de l'indice répliqué. Conclusion, c'est vrai que peut-être on va prendre encore peut-être une question. Sur l'alpha et l'oméga, oui, bon, je crois qu'on a déjà répondu à cette question-là. Alors, peut-être en petite conclusion sur… Je répondrai à une question un petit peu plus tard sur… N'hésitez pas, il y a encore de la place pour des questions. Sur comment se former, comment aller plus loin. Alors, moi, je dirais qu'en conclusion, avant de se dire qu'on fait le bon choix
d'un ETF de tel émetteur sur tel indice. L'important, c'est de bâtir son allocation d'actifs et de savoir si on a des thématiques de prédilection. Donc, son allocation d'actifs, c'est combien je veux mettre en actifs obligataires, en actifs actions, et ces thématiques, est-ce que je veux absolument investir sur la thématique de l'investissement responsable, par exemple, puisqu'il y a de plus en plus d'investisseurs qui ont 100% de leur portefeuille investi sur des indices responsables ou peu polluants, comme ce qu'on appelle le bas carbone qu'on a vu tout à l'heure. Il faut ensuite commencer à sélectionner les ETF, donc par thématique, par classe d'actifs, en fonction de leur performance, de la devise et donc du risque de chance que l'on prend. On peut les choisir aussi en fonction des frais de gestion ou de la fourchette de cotation qu'on appelle le spread. Après, bon, la documentation légale, c'est souvent fastidieux. Ce sont de longs documents, mais vous avez des documents qui sont simplifiés. Donc, ça vous permet d'avoir une lecture assez rapide de la documentation légale. La documentation marketing, ça vous donne quand même les caractéristiques essentielles d'un ETF. Donc, n'hésitez pas aussi à aller regarder ça, la page web du site EasyBourse ou la page web de l'émetteur. Donc, vous pouvez retrouver ici le site easy.bnpparibas.fr. Donc, c'est le site des ETF de BNP Paribas Asset Management, où vous avez un moteur de recherche, où vous pouvez télécharger l'ensemble de la gamme. Et pour répondre à la question, vous avez des articles de recherche, des articles sur les marchés aussi. On essaye d'enrichir le contenu en permanence sur nos sites BNP Paribas Easy. Et enfin, en bas à droite, vous avez un programme pédagogique. Et ça, c'était pour répondre à la question de monsieur, je crois, qui demandait si des formations simples existent-elles et où est-ce qu'on pouvait les trouver. Eh bien, vous avez ici sur notre site et dans la rubrique vidéo, des vidéos pédagogiques qui vous expliquent comment fonctionne un ETF, quelles sont les règles à respecter. Vous avez Ils sont très ludiques et très pratiques. Hein. Ça dure 3 minutes, je dirais, en moyenne, peut-être 3 à 4 minutes. Oui, c'est assez enfantin comme environnement, mais du coup, le temps passe vite, les messages clés sont donnés. On ne focus sur aucune thématique, aucun produit en particulier. Le but, c'est d'aider les particuliers à mieux comprendre ce qu'est un ETF et comment il fonctionne. Donc, n'hésitez pas à aller voir ces vidéos. Je vais juste revenir sur le site EasyBourse, juste pour redire un petit mot sur la surprise, hein, à savoir l'opération sur les ordres remboursés. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est effectivement une opération spéciale hein, qui est organisée en partenariat avec BNPP AM pour les clients EasyBourse. Et ça vous permet quoi? Eh bien, ça vous permet de bénéficier entre le 1er mars et le 30 juin de 50 ordres offerts sur l'ensemble de la gamme ETF de BNPP AM. Vous pouvez passer 50 ordres. Alors, il faut que vos ordres soient aient un montant supérieur à 2 000 euros, entre 2 000 euros et 15 000 euros. Et c'est sur les ordres d'achat que nous allons vous rembourser vos frais de courtage. Donc, vous pouvez passer 50 ordres. Si vous n'avez passé encore aucun ordre, là, on est le 23 mai. Ben, entre le 23 mai et le 30 juin, vous pouvez passer 50 ordres d'achat d'un montant compris entre 2 000 et 15 000 euros. Et tous les frais du courtage associés vous seront remboursés courant juillet. Voilà. Donc, bien sûr, il y a toutes les informations qui sont bien sûr sur cette page et sur cette rubrique tracker. Si nous n'avons pas plus de questions, eh bien, écoutez, ce webinaire touche à sa fin. Il me reste bien sûr à vous remercier chaleureusement pour votre présence, à vous donner quelques éléments de contact, bien sûr, toujours notre service commercial si vous voulez en savoir plus sur tout ce que peut vous proposer EasyBourse. Pour ceux qui sont déjà clients, bien sûr, notre service client par email, par téléphone. Bien sûr, un grand merci à Bertrand pour toute son expertise, son engagement sur sa gamme et sur tout ce qu'il peut faire également en soutien sur nos clients. Et puis donc, encore une fois, merci Bertrand. Et puis à tous, je souhaite donc une très bonne après-midi et à bientôt sur EasyBourse. Merci Jean-Baptiste et merci à tous et à toutes pour votre attention. À bientôt.